c'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homont et dans ces entretiens, j'aime rencontrer des gens au profil intéressant, au parcours intéressant et toujours en relation avec l'Asie. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de beaucoup parler de Chine jusqu'à présent avec les 30 et quelques épisodes qui précèdent celui-ci. Mais cette fois-ci, on va parler avec quelqu'un qui a passé plusieurs années en Chine et qui, depuis un an maintenant, est installé à Singapour. On rencontre donc Sylvain Joandel, qui est le General Manager de Faber Novel à Singapour. Et après des années en Chine à travailler dans le digital, l'innovation, le web en général, il continue à faire ça à Singapour. Et finalement, la différence est beaucoup plus grande que j'aurais pu le croire moi-même. La modernité que pourrait inspirer Singapour sur certains aspects l'est pas à tous les niveaux. C'est vrai que la Chine a beaucoup d'avance sur... on va parler du WeChat, du paiement en ligne, de la sharing economy, on va parler de beaucoup de choses qui sont vraiment les sujets de prédilection de Sylvain et qui sont, comme vous le savez aussi, des sujets qui m'intéressent personnellement beaucoup, parce que je suis très curieux de toutes ces nouvelles tendances. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aussi avec Nextstep et les startups et les entrepreneurs qu'on accompagne au jour le jour. Donc je vous laisse en compagnie de Sylvain qui va nous raconter un petit peu son parcours et finalement on va beaucoup parler de cette différence Chine-Singapour et puis je vous retrouve à la fin pour un petit mot. Voilà, et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez-moi des commentaires et des likes sur la plateforme de podcast que je vois. J'aime beaucoup recevoir tous les commentaires et les encouragements et les feedbacks en direct, soit je reçois des messages via WeChat ou via LinkedIn directement, mais ce qui m'aide encore plus, c'est si vous pouviez laisser des commentaires sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez, que ce soit sur SoundCloud, sur Stitcher, Podcast Addict, peu importe. N'hésitez pas à laisser des commentaires là, ça permettra à d'autres gens bien sûr de découvrir ces podcasts. Un endroit aussi qui pourrait beaucoup m'aider si vous suiviez tout ça sur Facebook. Vous avez tous les liens dans les articles, il suffit de taper Backstage by Nextstep où que ce soit et vous allez trouver toutes ces pages-là. C'est ce qui va m'aider à faire parler du podcast à encore plus de gens et de pouvoir potentiellement identifier encore d'autres profils intéressants à vous présenter dans les futurs épisodes. Aussi, dans quelques mois, début 2019, je vais lancer un nouveau show en parallèle, cette fois-ci sur... déjà d'une, il sera en anglais, et il va se focaliser sur une industrie. Donc on ne sera plus du tout à présenter des profils et leur parcours, mais vraiment à avoir des insights et des inputs sur des métiers particuliers, ou en tout cas sur une industrie particulière. Je pense que ceux qui ont suivi quelques-uns des épisodes et qui savent un petit peu ce que Nextstep fait aussi en dehors des podcasts, vont vite trouver de quoi on parle. En tout cas, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à continuer à suivre les pages de Facebook, les autres articles. On annoncera tout ça d'ici quelques semaines. Je vous laisse maintenant en compagnie de Sylvain Joandel, le General Manager Singapour de Faber Novel, et puis on va parler un peu de Singapour et d'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup. Ok, ça marche. On va démarrer alors. Bonjour Sylvain, bienvenue sur Backstage. Bonjour Greg, enchanté. Alors, avec plaisir. Sylvain, là tu es basé à Singapour. Nous on se connaît, on a eu la chance de passer quelques bons moments quand tu étais à Shanghai, parce que maintenant ça fait un an que tu es installé, à peu près un an, bientôt un an à Singapour, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis arrivé en décembre, janvier l'année dernière. Ouais. Voilà, et ça faisait un moment donc toi ça fait déjà quelques années que tu es en Asie. On s'est rencontrés quand tu étais à Shanghai, même sur différents postes. Aujourd'hui tu es General Manager du bureau de Singapour de Faber Novel. Alors comment t'es arrivé en Asie? Ça fait t'étais en Chine depuis combien de temps avant ça? T'es arrivé quand en Chine? Alors moi, ça fait en gros 10 ans que je suis en Asie. Pour faire simple, on va dire à peu près 9 ans en Chine et à peu près un an à Singapour. D'accord. Et je suis arrivé en Chine complètement par hasard. Ouais. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, en fait, je suis arrivé en Chine complètement par accident, dans le sens où j'avais pas vraiment envie de venir en Chine. Ouais. Pour des raisons administratives de mon école à l'époque, il fallait que je parte à l'étranger une certaine durée. Je l'avais pas encore validé. D'accord. Il se trouve qu'ils avaient ouvert une filière en Chine l'année d'avant de ma promo.
auquel j'ai postulé sans grande conviction parce que j'avais pas vraiment du tout envie d'aller en Chine. Vraiment, j'allais vraiment à reculons. Et en fait, j'ai été pris. Il se trouve que j'avais des amis qui allaient en même temps. L'un dans l'autre, j'y suis allé. Bon, j'ai toujours aimé voyager, mais l'Asie à l'époque m'intéressait pas du tout et la Chine encore moins, très honnêtement. Et en fait, j'ai commencé par Shanghai, donc en 2009. J'ai fait un mois à Jiaotong, comme beaucoup de personnes qui sont encore à Shanghai. Et après, je suis parti au fin fond de la Chine, parce que j'étais à Xi'an pendant 5 mois, dans une université du Shaanxi, donc la province de Xi'an. Et en fait, je me suis beaucoup plu. Et comme j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, j'ai rajouté la Chine, en fait, pays dans lequel je pourrais trouver un job. Et il se trouve que j'ai trouvé un job très rapidement en rentrant en France pour valider mon diplôme. Et je suis revenu 2 mois après. Et en fait, en me disant, je vais rester 2 ans. Et puis, comme beaucoup, 2 ans après, j'ai enchaîné les aventures. Et 9 ans après, j'y étais toujours. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé en Chine et j'y suis resté. Alors pour revenir un petit peu au début, tu disais que la Chine c'était pas trop ton plan, même l'Asie en général. Toi, tu visais quoi? Tu voulais faire quoi? J'étais plus, moi comme beaucoup, je pense, j'étais peut-être plus sur le rêve américain, on va dire au départ. J'avais fait un stage à San Antonio 2 ans avant. D'accord. Je m'étais plutôt plu. Après, c'était pas, on va dire, les US, vu d'un jeune étudiant en école d'ingé, c'est toujours plus rassurant que la Chine et l'Asie. On va dire que je sais pas, j'ai toujours voyagé avec mes parents, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé différentes cultures. Mm-hmm. Mais l'Asie, c'est pas un truc qui attirait, je pense, dans la famille, il y a pas grand monde qui sont allés en Asie. Enfin, je sais pas exactement comment c'est passé, mais en fait, ouais, j'étais plus Europe, on va dire, pays européen, on va dire, ou US. Et donc, j'ai fait complètement l'inverse. Mais D'accord. Alors en effet, alors justement aujourd'hui, enfin toi t'es quelqu'un qui travaille beaucoup dans le digital, le web. Alors aujourd'hui, plus sur une partie plus consulting, on va dire. Est-ce que c'était quelque chose, enfin ce domaine-là, c'était quelque chose qui t'intéressait depuis le début et c'était finalement lié aussi à la raison pour laquelle tu voulais aller aux États-Unis par rapport à ce que tu avais fait, ou c'est venu après en fait ce genre d'intérêt pour ce métier-là? Non, c'est vraiment venu après. Moi, j'ai toujours été, on va dire que je suis un peu geek sur les bords et que j'ai toujours été fan de high-tech. Okay. Et tout ce qui se rapproche de ça, de près ou de loin, dans le perso, le vie pro, c'est des choses qui m'intéressent. Mm-hmm. Après, à l'époque, très honnêtement, j'avais des envies d'étranger dans le sens où je m'étais dit, je sais pas pourquoi, je m'étais fixé ça quand j'étais au lycée. Je me suis dit, tiens, mon premier job, je le ferai à l'étranger. Je m'étais gardé ça en objectif, on va dire. Mais c'était pas lié à un domaine particulier. C'était plus le fait de tenter l'aventure, se dire, voilà, ça fait, à l'époque, ça faisait 24 ans que j'étais en France, on peut en voir autre chose. Et puis, au final, je suis resté un peu plus longtemps, quoi. Du coup, le premier vrai poste que tu as trouvé en Chine, il était déjà en agence? Pas du tout. Ah, bah voilà. Pas du tout. Non, j'étais fonctionnaire de la fonction publique. Ah mais oui, bien sûr. Non, j'ai commencé en fait, j'ai commencé au MAE. J'étais en VIA, donc A pour administration, c'est comme les VIE, mais parce que j'étais rattaché au consulat à Shanghai. J'étais au service scientifique, j'étais l'adjoint de l'attaché. Et en fait, je suis arrivé en 2009, en pleine préparation de l'Expo universelle qui allait ouvrir ses portes en 2010. Mm-hmm. Donc, en pleine effervescence d'un point de vue économique et politique entre la France, la Chine et de manière générale la Chine et le reste du monde. Mm-hmm. Et donc, très vite, en fait, je suis arrivé dans le bain consulaire avec un boss plus que super actif. Donc, on a fait des milliards de choses. Et puis, Shanghai, comme tu t'en rappelles sans doute, en 2010, c'était vraiment encore plus bouillant que ça peut l'être aujourd'hui, même si on a du mal à le croire tellement que Shanghai bouge. C'était la grande époque. C'est la grande époque, dans le sens où, en fait, c'était vraiment la réunion, je pense, du monde économique et politique. C'est-à-dire que moi, en tant que consulat, j'ai vu, j'ai vu Sarkozy, mais il y avait d'autres présidents qui sont passés, des anciens, des ministres, la moitié du 440 qui était passé, des secrétaires d'État. Donc on a des délégations dans tous les sens. Ces gens-là sont accompagnés par du business, sont bien sûr reçus par les Chinois, tu vois, de manière très très protocolaire, mais du coup, tu rencontres des gens, tu vois, à l'époque j'avais 24 ans, tu te retrouves avec des prix Nobel, des ministres, Alain Delon, je me rappelle. Ah oui. Je me rappelle, il y avait une soirée, je sais pas si c'était organisée Sarko avait organisé un rassemblement des Français de l'étranger à Shanghai juste le jour d'ouverture. Il y avait 1000 personnes là, à Grand Ayat. Ouais. Il y avait Alain Delon qui était à l'époque la mascotte du pavillon France, qui faisait partie du voyage avec Sarko. Il y avait 5 ministres, le 440. Je m'en rappelle, oui, tout à fait.
te rappelles de ça? Du coup, tu te retrouves à 24 ans à discuter. Voilà, exactement. Exactement. Et Kabash, enfin, tu vois, t'avais vraiment, et du coup, ouais, t'as 24 ans, tu te retrouves là-dedans, c'est intéressant. C'est pas intéressant si tu veux pour l'aspect, bling bling, champagne, tapis rouge, mais plus l'aspect, rencontrer des gens qui tu n'aurais jamais accès. Ouais. Pouvoir échanger, alors c'est limité, mais tu vois, t'apprends par procuration, je dirais. T'apprends, t'inspirant de personnes qui sont vraiment inspirantes et qui sont. Tu vois, moi, je me rappelle avoir accompagné un prix Nobel à l'époque. J'ai si Jean-Marie Laine sur le site de l'expo, parce que du coup, on le faisait intervenir sur une conférence qu'on organisait avec le consulat. Et après, du coup, lui et sa femme, on les faisait visiter parce qu'on avait des passes qui ouvraient tous les pavillons. Et le mec, il devait avoir à l'époque plus de 70 ans. J'arrivais pas à le suivre, quoi. Oui. C'est les gars qui avancent vraiment, super intéressants, super gentils, mais incroyable, quoi. C'était vraiment. Ouais, on va dire que j'ai commencé dans des très bonnes conditions. Ton VIA, il a duré combien de temps, du coup? Alors 2 ans, 2 ans. C'était pas renouvelable parce que tu sais, l'administration. Oui, c'est ça, c'est 2 ans maximum, je crois. Ouais, c'est 2 ans, mais tu sais, là, il faut, tu peux passer en contrat local, mais là, comme c'était les budgets de VIA, enfin, ça, c'est fléché, donc du coup, mais c'était marrant parce que je me rappelle encore en me disant, bon, bah, du coup, je trouve rapidement en Chine, j'arrive, je me dis, bon, bah, dans 2 ans, t'as fini ton VIA, t'auras vu l'expo, t'auras bien profité de la Chine et de l'Asie, tu rentres en France ou ailleurs, enfin, tu iras ailleurs, tu parleras chinois. Ouais. Au final, 2 ans après, je parlais pas toujours pas chinois. Enfin, 9 ans après, toujours pas d'ailleurs, mais mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où en fait on ne fait jamais vraiment. Enfin, on va dire qu'il y a une vision, une ligne directrice, et après Shanghai et la Chine t'amènent ailleurs. Mais tu sais, ça, je crois que ça c'est, quelque chose qui est assez classique où finalement tous les gens que j'ai pu d'ailleurs interviewer sur le podcast et moi-même, hein, c'est pareil, on a eu l'occasion d'apprendre le chinois avant d'arriver. Si tu arrives en Chine et que tu arrives avec un poste, d'accord, avec une vraie mission. Le problème, c'est que déjà, tu prends un nouveau poste avec une nouvelle équipe dans un nouveau pays, avec un nouveau marché, et donc forcément, il y a une mission et une ambition qui fait que t'as pas trop le temps de te tourner les pouces et de prendre le temps. En plus, il y a l'effervescence et la communauté qui te pousse aussi, parce que ici, enfin comme je dis à chaque fois, hein, à Shanghai, on vient pas pour le climat, on vient là pour bosser. Et finalement, tu dis je ferai un peu de chinois ici et là. Le problème, c'est que si tu fais 1 heure de chinois le samedi matin, que t'en fais sauter 2 sur 4, c'est bon, t'apprendras jamais le chinois, quoi. Exactement. Pas possible. Mais t'avais essayé de prendre des cours, toi, au-delà de la fac, t'avais essayé de prendre des cours ou pas vraiment? En fait, moi, je suis arrivé, j'ai appris Nira dans l'avion, parce que comme je te disais, la Chine, c'était pas trop mon intérêt. Et après, oui, effectivement, comme tout le monde, tu prends, on va dire, l'histoire d'avoir le survival kit. Ouais. Donc oui, après, tu vois, aujourd'hui, quand je dis que je parle pas chinois, oui, je suis incapable de travailler en chinois. Après, après, je survis très bien. D'ailleurs, j'ai survécu 9 ans et je pourrais survivre plus longtemps. Et puis surtout, je comprends pas mal. En fait, je comprends en passif, on va dire. J'arrive à pas mal comprendre les conversations, mais après, je suis pas capable. J'ai jamais vraiment pratiqué, en fait. D'accord. Finalement, de ta période VIA, de cette mission au consulat, qu'est-ce que t'as appris le plus? C'était de l'organisation, c'était ce genre de choses? Non, la politique, la politique en interne, parce qu'en fait, l'EMAE, c'est une grosse machine, c'est comme une grosse boîte, en fait, hein. Ouais. Et du coup, t'as des jeux de politique interne, où je pense peut-être même encore plus que dans les grosses boîtes, où tout le monde veut mettre son nom en bas du projet, qui a bien marché. Ouais. Mais une fois que le projet a été lancé par quelqu'un d'autre, dans la douleur, tu vois, et puis une fois que ça marche bien, tout le monde veut mettre son nom en bas, et puis c'est moi qui l'ai fait, enfin, tu vois. Et ces petites guéguerres on va dire, ça c'est toujours un peu, enfin, c'était intéressant de le voir, en fait, et de le vivre. J'ai pas mal appris là-dessus. Après, comme je disais, j'ai pas mal appris par... Je t'ai perdu. Sylvain, je t'ai perdu. Allô? Je t'entends. Ah, c'est bon. Okay. Donc, tu disais que t'as pas mal appris par procuration. Ouais, parce qu'en fait, tu rencontres des gens que t'es pas censé rencontrer à cet âge-là. Donc, il y avait tout l'aspect, on va dire, institutionnel, politique. Donc, ça, c'est des gens, voilà, auxquels j'aurais pas eu accès autrement. Après, tu vois, on faisait aussi des choses. On avait lancé avec mon boss de l'époque, Jean-Jacques Pirat, je sais pas si tu l'avais connu. Ouais. On avait lancé le Club R&D, par exemple. Tu vois, c'était une initiative qui visait à animer, qui existe toujours, je crois d'ailleurs. Qui existe toujours, ouais, bien sûr. Ouais. Qui existe.
Et donc en gros, bah voilà, c'était l'idée, c'est les grands groupes français qui font la R&D en Chine ou qui songent à en faire, réunir les directeurs de ces centres R&D ou le CEO ou le managing director, et les faire échanger sur des sujets, tu vois, qui étaient aussi variés que l'IP, les talents, enfin l'aspect HR, l'aspect D'accord. lobby auprès du gouvernement, enfin tu vois, des aspects, en fait, ils ont tous les mêmes problèmes. Ouais. Donc c'est un groupe de travail. Donc là, du coup, c'est pareil, là, tu te retrouves en fait avec des gens qui font, tu vois, des CEO, des directeurs de centres R&D de groupes françaises, tu vois, les plus gros groupes français. T'apprends des choses que t'apprendrais, enfin, t'entends des choses, tu vois les gens réagir, tu les vois échanger sur des choses que c'est pas des sujets que t'aurais à traiter à cet âge-là. Et c'est sûr. En fait, t'as accès à un environnement, il y a des personnes. Enfin, ça, c'est souvent ce qu'on dit. Hein. C'est vrai que tu as accès rapidement à des gens d'un niveau auquel tu n'aurais jamais pu imaginer, peut-être en France. Tu vois. Ouais. Je pense ça, franchement, c'est. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense que la Chine, enfin, le fait d'être à l'étranger et encore plus en Chine, t'as un petit côté démerde et un petit côté être. Faut savoir se démerder. Et en fait, t'es directement sous les projecteurs et t'as déjà une ou deux marches d'avance, on va dire, versus si tu faisais ta carrière en France ou ailleurs. Parce que surtout à l'époque, c'était pas très attirant la Chine, donc il y avait pas tant de personnes que ça qui venaient. Les personnes qui étaient là étaient mises sur des positions à responsabilité, tu vois. Tu vois, pour te redonner des exemples, je me rappelle aussi pendant Expo. Donc pendant Expo, on était hyper sollicités. Donc il y a un gros rôle de représentation quand tu es au consulat. Donc quand c'est des trucs hyper importants, bien sûr, t'as le consul. Quand c'est vraiment très important, t'as l'ambassadeur qui vient de Pékin. Ouais. Et après, t'as les attachés qui font ce rôle-là. Et quand l'attaché est pris, qu'on est invité, enfin en gros, quand t'as 3 invitations, 4 invitations de même date, moi je me suis retrouvé, je sais plus quelle ville, du Jiangsu, avec le maire local dans une immense salle de réunion avec des fauteuils énormes. Je me rappelle, on était tous à 10 mètres les uns des autres, le truc hyper protocolaire. Moi j'avais 24 ans, tu vois. Enfin, avec le maire du village, mais enfin le maire du village, tu sais, le village en Chine qui fait quand même 6-7 millions d'habitants, donc et tu dois essayer de trouver un truc intelligent à dire. Bien sûr, il parle pas anglais, toi tu parles pas chinois, tout le monde est gentil, mais ça en fait des sacrées expériences, c'est clair. Hein. Ah ouais, c'est des trucs qui te rappellent tout le temps, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est sur des trucs, en fait, c'est plus des soft skills, des choses comme ça qui m'ont vraiment marqué, et puis plus que j'ai pas, tu vois, c'était pas un boulot technique, c'était pas un boulot, c'était très transversal, mais ça, moi, je suis toujours un profil un peu couteau suisse où j'aime bien toucher à plein de choses. Ce qui m'intéresse, c'est justement de toucher à plein de choses et de faire l'alliance et connect the dots, tu vois. Ouais. Plus que de creuser un secteur et être à fond le gros geek du secteur, quoi. Et alors justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en introduction, tu disais que bon, la Chine c'était pas forcément ton plan. Xi'an, t'as bien aimé ça. Ensuite, tu te retrouves dans une mission qui t'excite, qui est sympa en VIA. Cette mission s'arrête. Pourquoi t'es pas rentré ou pourquoi t'es pas parti faire autre chose? Alors, en fait, à l'époque. À l'époque, je me plaisais toujours bien en Chine. Tu vois, après, tu prends tes habitudes, tu commences à prendre tes marques. C'était mon premier job, donc du coup, tu commences à te payer des vacances, tu commences à te payer des trucs qui te font envie, tu vois. Donc, je commençais à m'installer, je commençais à avoir des amis. Enfin, tu vois, j'étais bien. Là. C'était fin 2011. Du coup, je me retrouve donc à la fin. En fait, après, il y avait une initiative. Après, j'ai continué avec l'ambassade. J'étais détaché de l'ambassade à Shanghai. Sur un projet qui a foiré au bout de 7 mois. Donc en gros, c'était un projet en fait, j'avais le profil parfait parce qu'il fallait avoir l'aspect, on va dire, institutionnel, recherche et éducation que j'avais par mon poste d'avant. D'accord. Et mes futurs boss, c'était mes boss actuels. Donc du coup, on va dire, c'est facile d'obtenir le job. Ah oui. Et en gros, c'est une création de poste. C'était créer une école d'ingénieurs sur le modèle français avec l'université de Tongji. Au final, ça a capoté puisque le projet devait être financé par les Chinois et après 7 mois de projet, ils ont gentiment dit qu'il fallait, qu'ils étaient pas très intéressés pour tout payer. Okay. Et comme la France voulait pas payer pour les Chinois, ben voilà. Mais du coup, en fait, après ça, j'avais j'avais des petites envies entrepreneuriales déjà, on va dire. Et en fait, à l'époque, je me rappelle, je sais pas si tu vois, en France, il y avait un gros moment, c'est toujours la mode, mais à l'époque, c'était vraiment un fond, tout ce qui était futsal. Oui. Et en fait, je voulais lancer mon projet là-dedans. Je m'étais dit, à Shanghai, il y a pas ça. Après le basket, le deuxième sport, ça reste quand même le foot. La Chine n'a pas encore eu, mais aura très certainement la Coupe du Monde dans les prochaines années.
C'est vrai, ça viendra. Ça viendra. Enfin, tu vois, ils ont tout. Ils ont les Jeux Olympiques, été, hiver, Expo universelle. Donc la Coupe du Monde, c'est le prochain milestone et ils l'auront, c'est sûr. Et au final, bon, c'est pas un projet que j'ai creusé très longtemps. J'ai un projet que j'ai creusé entre la fin de la mission, le projet qui s'était finalement capoté un petit peu et mort dans l'œuf un peu, avec l'ambassade. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré, enfin, à ce moment-là, j'étais allé voir un entrepreneur qui a été mon futur employeur, en fait. Qui était une des rares personnes que je connaissais qui était entrepreneur en Chine et avec qui j'avais une bonne relation. En fait, je voulais un peu son avis sur, tu vois, comment tu crées une Woofy, D'accord. c'est à quoi il faut penser. Donc, on avait pas mal échangé, tu vois, le bon café. Et puis, de fil en aiguille, moi, on va dire, j'avance sur mon business plan. Je vois que je pourrais pas y aller tout seul. Il aurait fallu lever de pas mal d'argent parce qu'il faut des grosses surfaces. Et les grosses surfaces à Shanghai, même à l'époque, ça coûte cher. Extrêmement cher en loyer. Donc, du coup, si t'as pas un minimum de cash au départ, tu peux pas le lancer. Et, je me suis un peu découragé assez rapidement, en fait. Je suis pas du tout parti en mode levée de fonds. Et il aurait fallu faire ça. Mais du coup, il m'embauche, en fait. Il m'embauche et je me suis retrouvé, donc là, c'est la seule fois où j'ai fait un travail, on va dire, qui est un peu en relation avec ce que j'ai appris. D'accord. Et là, j'étais CTO, donc directeur technique de Reflex Shanghai, qui était une agence, qui est toujours une agence Bien sûr. créa. Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque. C'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés juste après, en fait, parce qu'en fait, de directeur technique, la personne qui m'avait recruté 2 ans et demi après s'est fait débaucher par une autre agence, et du coup, moi, j'ai pris sa place. Et quand on s'est rencontrés, j'étais managing director de Reflex Shanghai. Voilà. Donc Reflex Shanghai, c'était une agence créa, donc agence créa, mais qui faisait du digital. De toute façon, aujourd'hui, c'est impossible de pas en faire. Et moi, je gérais l'aspect technique, donc j'étais, on va dire, le traducteur développeur client développeur. Et puis on avait monté de nouvelles offres. C'était assez intéressant. Alors tu t'es retrouvé managing director de cette agence très jeune en fait aussi. Pareil. Ouais, 29 ans. 29 ans. Ouais. Et donc là, tu dois gérer. On est d'accord. Hein, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, donc du coup, tu dois gérer une équipe, gérer des recrutements, gérer le commercial, le PNL, tout, etc. ouais, tout. etc. Tout. D'accord. Ouais, tout. J'étais un petit peu aidé sur les fonctions support. On avait un CFO groupe, on va dire, qui m'aidait un peu sur ça, et j'avais une HR admin en local. Mais ouais, globalement, je gérais tout, toutes les missions d'un managing director, donc du PNL à développement commercial, aux équipes, aux clients, aux impayés. Enfin, tu vois, tu vois tout. Donc, donc beaucoup de très bonne expérience. Ça m'a fait énormément travailler. C'est beaucoup intéressant. Ouais, beaucoup appris, parce qu'en fait, je comprends beaucoup en t'apprends en faisant, en fait. Et là, on a la chance de m'avoir donné cette opportunité, donc je l'ai saisie. Ça s'est fait très très vite, je me rappelle. Donc, mais du coup, ouais, c'était hyper intéressant. Il y a eu aucun moment tu vois, sur ces missions où tu es un peu toujours d'une à 200 à l'heure, parce que c'est vrai qu'à Shanghai, les choses vont vite globalement. On a un peu la pression aussi, je pense, des autres, et on voit les autres avancer tellement vite, on dit mais moi aussi, il faut que j'aille aussi vite que ça. Mais là, tu te retrouves vraiment emporté par un courant où clairement, tu es en train de prendre des responsabilités très vite, les changements vont vite, et toi, tu acceptes des nouveaux challenges. Il y a aucun moment tu t'es fait peur en disant attends, je suis pas au niveau là, je vais pas y arriver, ou au contraire, tu t'es dit bon, on verra comment ça va se passer. Si, parce que je suis quelqu'un, si dans le sens où je pense que tout entrepreneur, parce que là, tu vois, même si j'étais salarié, j'avais les clés de la boîte, quoi. Ouais, on va dire tout entrepreneur, je pense que oui, celui qui dit qu'il n'a jamais de doute et qu'il n'a jamais peur, je pense qu'il ment. C'est pas possible. Oui. Après, je suis quelqu'un aussi qui prend beaucoup à cœur son travail, donc du coup, forcément, t'as toujours envie de bien faire, et l'envie de bien faire peut te faire parfois douter, parce que tu vois, trop vouloir bien faire, finalement, ça se passe pas toujours comme tu veux, malheureusement. Ouais. C'est sûr que il y a toujours des moments de doute. Après, écoute, pas plus que les autres, j'imagine. C'est beaucoup de stress, beaucoup de responsabilité. C'est plus ça, en fait. Tu te dis, on donne les clés, donc t'as pas envie de casser le jouet qu'on te donne. T'as envie de bien faire. Enfin, tu vois, c'était plus l'envie de bien faire. Donc oui, du stress, bien entendu, mais pas plus que. Enfin, je pense que comme toi dans toutes les entreprises. Toi, tu es multi-entrepreneur. J'imagine que oui, ça se passe bien en global, mais t'as toujours des moments qui se passent un peu moins bien que d'autres. Et, c'est évident. C'est évident. Et je pense que ça fait partie aussi clairement de l'aventure. Si tout est, je pense que on est beaucoup comme ça aussi. C'est que si tout était facile et
et simple, finalement, je pense qu'on serait beaucoup moins intéressé aussi. Tu vois, Ouais. c'est aussi ces côtés un peu challengeants. Et donc, il y a une question que je pose régulièrement aux invités, c'est, mais toi, j'ai un peu déjà la réponse, c'est que est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, on va pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais rentrer en France ou je vais partir et je laisse tomber. Toi, t'as juste pas eu le temps de te poser la question, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Bah, tu te poses toujours un peu la question quand ça va pas forcément bien, tu vois, mais c'est pas. Ouais. Parce que après, je suis pas quelqu'un qui a baissé les bras, si tu veux. Oui. Après, forcément, bah, quand ça se passe pas, t'as toujours des trucs qui vont pas forcément comme tu veux, quoi, mais. Qu'est-ce qui était le plus dur quand tu étais justement en managing director dans la première agence chez Reflex? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi par rapport à ton travail en Chine, on va dire? C'est plus lié en interne, mais c'était en fait, on aurait, comment dire, deux choses. Il y avait l'aspect, on aurait dû investir à ce moment-là, en fait, quand on a donné les clés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties, qui n'ont pas forcément été remplacées. Ouais. Et donc du coup, j'assumais plusieurs casquettes qui n'étaient pas forcément compatibles avec le fait avoir des nouvelles fonctions qui étaient très nouvelles pour moi, tu vois. D'accord. Donc ça, c'était assez dur à gérer d'un point de vue ne serait-ce que horaire, tu vois. Non, et puis après l'aspect, j'étais entouré, donc comme je te disais, j'avais des gens en Europe et aux US au niveau groupe qui aidaient, mais qui n'avaient pas forcément même si c'est des gens qui venaient régulièrement, enfin qui viennent toujours d'ailleurs régulièrement en Chine, t'as pas forcément, tu vois, à un moment donné, tu sens le truc, il y avait l'aspect de terrain, quoi. Ouais. Tu sais ce que t'as besoin, tu l'exprimes, mais c'est pas pour ça qu'on t'écoute après, enfin, tu vois, à 10 000 kilomètres et ça, c'est pas forcément évident, parce que tu vois, t'as le contexte chinois, enfin, tu vois très bien ce que je veux dire, dans le sens où, des fois, tu sais que c'est comme ça qu'il faut faire ici, et puis c'est difficile à expliquer tant que tu l'as pas vraiment vécu, mais si c'est toi qui va le vivre au quotidien, donc à un moment donné, soit on écoute et on essaye de le faire, soit j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais tu vois, t'as un contexte un peu. Non, mais c'est évident. Il y a un contexte propre à la Chine qui est non verbal, qui est culturel, qui est lié aussi à l'expérience. Et tu sais après que le problème, c'est que chaque personne avec qui tu travailles ou chaque élément, situation, c'est aussi des pièces mouvantes, en fait, tu vois. Donc, à chaque fois que toi, tu vas bouger d'un côté, le reste va aussi bouger en fonction de ça. Et c'est un petit peu, c'est pas aussi carré qu'on pourrait le voir ailleurs. Non. Et puis l'aspect micromanagement sur certaines fonctions ou certains types de profils. T'as raison, ouais. Des fois, tu dédoubles des postes ou pas tout à fait entièrement, mais enfin, tu vois, t'as besoin de faire ça ou t'as besoin de personnes qui vont t'aider à faire ça. Et des fois, c'est pas forcément compris sorti de la Chine, parce qu'on va te dire, ouais, mais moi, regarde, le petit jeune là, que j'ai embauché, il a même pas fini l'école, il est super autonome sur ces trucs-là. Je vois pas pourquoi toi, t'aurais besoin d'une ou deux personnes sur ça. Enfin, tu vois. D'accord. Alors que ça, en fait, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs très subtils. Ouais, c'est dépend au cas par cas. Et puis, c'est au cas par cas, exactement. Il y a un contexte, on va dire, culturel et après un contexte qui est purement les talents aussi que tu as à ce moment-là dans ta boîte. Et tu sais comment. Moi, j'ai toujours vu le truc comme ça, c'est-à-dire que être manager, c'est maximiser l'output d'une équipe dans laquelle tu as différents talents et différentes faiblesses, mais ton but c'est de tirer le meilleur de chacun, d'avoir et ça c'est ce qui fait la beauté du boulot de manager, je trouve. Ouais. Et ben ça peut être très particulier en Chine, parce que des fois tu peux avoir des super soldats qui vont faire 10 fois mieux que n'importe qui ailleurs. Ouais. Et inversement, des trucs qui te paraisseraient complètement super simples ailleurs vont devenir des montagnes infranchissables en Chine, quoi. Alors, au-delà du support que tu avais auprès des autres personnes du groupe sur des fonctions support transversal, CFO ou autre, comment tu as fait pour continuer à te former, à apprendre le management en Chine, la gestion des clients, ce genre de choses? Est-ce que tu avais quelqu'un vers qui tu tournais, un groupe d'amis, un groupe support, ou comment tu as fait pour faire ça? J'avais pas forcément à l'époque d'amis. J'étais, on va dire, d'amis assez proches sur lequel tu peux. De toute façon, c'est toujours compliqué. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai écouté quelques next steps avant qu'on discute aujourd'hui. Et il y a un truc que j'ai entendu plusieurs fois, quelques épisodes, pardon. Il y a un truc que j'ai entendu dans plusieurs épisodes qui, je pense, caractérise très très bien la situation. C'est un peu la solitude face à ces choses-là. C'est que déjà tu bosses beaucoup
tu bosses beaucoup, donc t'as pas envie quand tu es un peu dans un mode, on va dire, je fais autre chose, de reparler à des gens qui comprendront pas de toute façon parce qu'ils sont pas dans ta situation. Tu vas les saouler, toi, tu vas te saouler toi-même parce que t'aimerais passer à autre chose, et à la fin, t'auras pas forcément. Donc non, j'avais pas forcément de mentor, on va dire, comme tel à l'époque. Donc j'ai appris en marchant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma carrière. J'ai pas mal appris en marchant. Je suis pas trop tombé encore, donc ça va, je me suis pas trop mal. Mais après, non, pas spécialement de mentor. Après, bah, forcément, tu rencontres des gens, la communauté, elle est hyper active. Oui. Mais tu t'inspires de personnes, tu t'inspires de cas, on te parle d'histoire, enfin, tu vois, c'est plus ça, ouais. Et puis après, c'est plus le réseau, tu sais qui a appelé quand mais c'est des choses qui sont venues après, en fait. C'est des choses qui sont venues après. Alors ça, pour le coup, tu vois, moi c'est pareil, hein, je suis arrivé en Chine, un petit peu plus tôt, mais il y a eu l'avant WeChat et l'après WeChat aussi. C'est vrai que le WeChat a vraiment créé une possibilité d'avoir un forum, en fait, où tu peux poser toutes les questions que tu veux. Il y a toujours un groupe où tu vas trouver quelqu'un qui aura un semblant de réponse. Pas forcément, etc. Mais en tout cas, ça te donne une piste, quoi. Ah bah c'est clair là, c'est clair que pour moi, enfin je le définis comme ça. Je dis j'ai connu la Chine avant et après WeChat. Ouais. Pour moi c'est une première révolution, et la deuxième révolution, j'ai connu la Chine avant et après le mobile. Non mais vraiment, parce que dans le sens où alors la révolution est moins forte qu'un WeChat qui est plus, on va dire, structurant dans la vie sociétale des gens, mais en vrai l'impact est sérieux, hein, c'est significatif. Le fait de pouvoir se déplacer aussi facilement en vélo, et ce que je racontais très récemment, où tu vois une personne de 60 ans qui sort son smartphone et qui va scanner un QR code d'un téléphone, ça c'est fort. Ça c'est fort, ça c'est très très fort. Ça c'est très très fort. Et la Chine, ça c'est un truc que j'ai toujours adoré en Chine. Ils ont une capacité d'adoption de nouveaux services, de nouveaux qui est beaucoup plus rapide que n'importe quel pays. Oui. Après, le système est fait aussi d'une manière où on va un peu te le mettre devant le nez en permanence, ce qui fait que il y a un moment, c'est pas que t'es forcé, mais disons que tu vas finir par l'utiliser, quoi. Quand tu vois que maintenant t'as plein d'endroits où tu peux même plus utiliser de cash, par exemple, pour t'acheter un café, c'est à toi d'avoir un WeChat Pay. Je vois là sur l'un des business, on accepte les paiements, on n'accepte que le paiement en WeChat. Donc, il n'y a même plus de cash on delivery, il n'y a plus d'Alipay, il n'y a pas de carte de crédit, c'est vraiment que du WeChat. Et finalement, ça pose pas de problème parce que les gens, ils ont tous WeChat. Ouais. Mais tu vois, sur d'autres, je suis complètement d'accord avec toi. Après, moi, je l'explique, la façon dont je l'explique, c'est que la Chine, tu vois, sur les 30, 40 dernières années, je schématise, je caricature un peu, mais tout ce qu'ils ont connu, ça a été meilleur qu'avant. Ah oui. Et donc du coup, quand il y a un nouveau truc qui arrive, globalement, ils vont l'adopter parce qu'ils se disent ça peut être mieux. Enfin, il y a de grandes chances que ce soit mieux parce que tout ce que j'ai connu jusqu'à présent c'est mieux. Et en fait, tu vois, WeChat ça a été adopté assez rapidement. Et tu vois, t'avais Alipay qui était là. Enfin, Alipay c'est toujours hyper utilisé de toute façon. Oui, bien sûr. Mais comment dire, tu vois, il y a un mobile, ça a percé. T'as des plateformes vidéo, ils en sortent tous les 3 jours. À chaque fois, tu transformes bien. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils partent du principe que de toute façon, c'est quelque chose qui vient améliorer. Alors, on peut débattre là-dessus, hein, tu vois, le over-consumerisme et tous ces trucs-là, mais globalement, ça vient améliorer, ça vient aussi délivrer un service. Bon, tu vois, le partage des datas, des données ici en Chine, où on sait que on a accepté le fait que voilà, le gouvernement et toutes les plus grosses plateformes, elles possèdent les datas, et finalement, ça nous permet d'avoir, j'ai vu qu'à Shenzhen, ils ont des ID cards digitalisés ou des permis de conduire complètement digitalisés, qu'on peut payer n'importe quoi maintenant. Enfin, on n'a pas besoin de re-rentrer nos informations à chaque fois, en fait. Tout ça est t'as la convenience, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, tu sais, sur la data, je pense que ça, c'est très français. Nous, on présente ça, tu vois, dans les sujets que je traite. Bien sûr. On parle souvent de data, et dès que j'ai une audience française, la première question c'est la privacy des data, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le gouvernement là, enfin tu vois, à chaque fois la première question quand tu finis n'importe quel keynote où tu as quelques mots sur de la data, de l'AI, ce que tu veux, t'as toujours ça d'un point de français. Et l'autre jour j'en parlais avec mes collègues américains à San Francisco, ils avaient le même ressenti. Par contre, quand eux ils parlaient, ils introduisaient le même type de sujet à des Américains. C'est plus business, donc qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue business, tu vois. Dès que c'est les Français, on va parler de data, privacy, liberté, blabla.
les Américains, et je pense que les Chinois, tu vois, ils sont pas du tout, ils sont très business aussi. Mhm. Je pense, comment dire, je pense que leur, Très pragmatique l'approche. voilà, ils sont pragmatiques. C'est ça. À un moment donné, ça me donne un service. En plus, je paye pas. Le service, il est top. Et enfin, ça va pas plus loin que ça, quoi. Tu vois, et du coup, c'est pas grave, quoi. Et après, on est habitué. Ouais. Mais en fait, la différence, c'est qu'en France, la data aussi, elle est partagée. C'est juste qu'on sait pas comment et en fait, officiellement, c'est pas clair. Alors qu'en Chine, c'est clair que la data est partagée. On sait qu'ils l'utilisent et on l'a juste. Et je pense que les Chinois, en fait, ils sont aussi derrière le gouvernement dans le fait que le gouvernement va faire en sorte de les utiliser au mieux. Et je pense qu'ils ont beaucoup confiance là-dedans. En fait. Ah bah clairement, ça arrange tout le monde. Voilà. Le gouvernement a un accès à des données. Les géants de l'internet chinois ont une liberté un peu plus forte que dans certains autres pays, enfin bien forte dans certains autres pays. Mm-hmm. À la fin, c'est des win-win, quoi. Le consommateur, il a un service tip-top. Après, on peut en débattre, mais après, ça peut effectivement donner des scénarios Black Mirror-esques. Ouais. Mais bon, ça après, dès qu'il y a quelque chose, tu peux toujours avoir un bon usage ou un mauvais usage de la nouvelle technologie. Comme d'habitude, c'est sûr. Comme d'habitude. Donc c'est pas, enfin pour moi c'est pas le débat. Enfin, on peut en débattre, c'est sûr, mais. Alors justement, tu vois, c'est des sujets, c'est des sujets qui nous passionnent. On vit là-dedans. Toi, quand tu es sorti de Reflex, tu as rejoint une société qui s'appelait Velvet, c'est ça? Velvet Group, ouais. Qui ensuite a été rapproché ou racheté par le groupe Faber Novel. Ouais. Et finalement, vous traitez exactement de tous ces sujets-là. C'est-à-dire, vous accompagnez en fait des sociétés françaises dans leur transformation digitale, dans les problématiques innovantes d'innovation aussi, pour leur faire comprendre, quand elles en ont besoin, sur tel ou tel sujet, que ça soit bancaire, marketing ou communautaire, justement des nouvelles tendances et qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Chine, en gros. Ouais. Alors, bah, en fait, moi j'étais rejoint du coup. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille pour Velvet / Faber Novel. Faber Novel a racheté Velvet début de l'année. Enfin, ça a été officiel en janvier 2017, donc ça fait bientôt 2 ans. Mm-hmm. Donc, ça a été créé par Patrice que tu connais. Patrice Bardet, voilà. Patrice Bardet, voilà. Et donc du coup, en fait, on a 2 choses. On a un aspect très comment dire, un aspect conseil autour de ces questions-là, l'innovation, la transformation digitale. Un aspect observation, je dirais inspiration. On accompagne pas mal de grandes entreprises en Chine, tu vois, pour venir s'inspirer de la Chine. En fait, la Chine, pendant très longtemps, on disait voilà, ils copient le reste du monde. En fait, aujourd'hui, c'est bien plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Mm-hmm. C'est que le reste du monde, là, tu vois, par exemple, il y a 3 semaines à Singapour, t'as une société, un site e-commerce qui s'appelle Honestbee, qui est présent à Singapour et dans quelques pays de l'Asie du Sud-Est, okay. Qui a lancé un concept store qui est la copie parfaite de Rema en Chine, donc, le concept store d'Alibaba New Retail, que tu connais bien. Mais c'est vraiment la copie exacte, quoi. Le seul truc qui différencie, c'est le checkout. Ils ont fait un truc un peu plus effet wow, on va dire, mais et, enfin, tout ça pour dire qu'en fait la Chine, il n'y a pas si longtemps que ça a copié le reste du monde. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et moi, ce que j'observe beaucoup à Singapour, c'est justement qu'ils sont assez proches de la Chine, en fait. Je les voyais avant de venir, on va dire, poser mes valises à Singapour. Je les voyais plus sur un univers proche des GAFA, des US et en fait sur pas mal de choses, c'est la Chine et les géants chinois de l'internet qui sont derrière, notamment en e-commerce, en mobilité. C'est assez intéressant en fait comment ici les gens s'inspirent et à quel point aussi les investissements chinois se font sur la région en fait. Alors en fait, je pense qu'il y a, par exemple, par rapport à des gros investisseurs chinois, alors déjà Singapour est quand même, la partie business est à très grosse dominante, je vais pas y arriver, à très grosse dominante d'origine chinoise aussi, c'est-à-dire que la culture locale, même si elle est singapourienne, ils sont proches de la communauté chinoise en général. Enfin, on est d'accord. Donc c'est facile pour eux d'avoir accès aux informations. C'est la même problématique qu'avec les Taïwanais ou les Hongkongais, où c'est same but different, où ils ont quand même accès à la langue, ils ont accès à pas mal de choses. La diaspora aide aussi beaucoup, avec des familles qui sont un peu éparpillées partout en Asie. C'est souvent en plus des gens qui ont réussi, c'est des entrepreneurs, il me semble.
Donc c'est vrai qu'il y a un lien. Par contre, c'est vrai que je suis assez surpris, un peu comme toi, où je savais pas que c'était aussi proche que ça finalement. Eh ben en fait pas mal, ouais. Je l'ai un peu découvert là, on va dire sur ces derniers mois. Comment dire, oui, t'as raison, effectivement. Donc Singapour, aujourd'hui, Singapour, c'est 70% de Chinois, une vingtaine de pourcents Malais, et le reste singapourien, indien. D'accord. Sur, on va dire, les personnes qui ont un passeport singapourien. Ok. Il y a aussi énormément d'étrangers, des cols blancs comme des cols bleus. Parce que je crois que tu as 30 ou 40% de la population à Singapour qui est étrangère. Ouais. C'est assez énorme. Et après, effectivement, ça joue. Mais en fait, quand même, là, tu vois, la langue, c'est quand même l'anglais. Non, mais au-delà de la langue de travail, je parle de la langue d'information, c'est-à-dire que, tu vois, c'est quelque chose. Nous, quand on est arrivé en Chine à la fin des années 2010, on va dire 2005-2010, c'était encore assez difficile pour nous d'avoir accès aux informations qui soient en anglais, tu vois. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses, mais dès que tu veux être au courant de savoir comment utiliser telle nouvelle plateforme qui vient de passer la barre des 500 millions d'utilisateurs qui a été lancée il y a 3 mois, il y a encore de grandes chances que ça soit que uniquement en chinois, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'imagine que tu vois, les Singapouriens ont accès peut-être un peu plus facilement à ce genre de choses. Et alors, du coup, les gros comme Alibaba, Tencent et autres, comment sont-ils présents à Singapour? Parce qu'il n'y a pas de Roma, on est d'accord, sur place. Non, pas encore, mais en fait, par exemple, sur le e-commerce, Alibaba a bien, enfin, les deux en fait ont bien marqué leur terrain. On va dire ici, t'as Lazada. Donc Lazada, c'est le marketplace qui a été racheté par Alibaba. Donc maintenant, c'est 100%, enfin non, quasiment 100% de la plateforme qui est détenue par Alibaba. D'accord. T'as quelques pourcents qui restent, qui ne veulent pas être vendus, je crois, par je sais plus qui. Donc si tu veux en termes, et ça c'est, il y a deux plateformes e-commerce marketplace sur Southeast Asia. T'as Lazada qui est détenu par Alibaba et t'as Shopee. Les deux se partagent le marché, une grosse partie du marché Asie Sud-Est. Et Shopee, c'est une compagnie listée, ça appartient à un groupe qui s'appelle Garuda. Mais derrière, t'as beaucoup d'investissements de Tencent dedans. Donc en fait, les deux comme d'habitude. Voilà, les deux se battent. C'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Exactement. Donc les deux se battent sur ces sujets-là. Et après, tu le retrouves un peu de partout. Enfin, les deux, tu les retrouves dans toutes les boîtes, on va dire, qui fonctionnent bien ici, ont été investis assez fortement, soit par Alibaba, soit par Tencent. Et ça, c'est assez impressionnant en fait. Ouais. Donc ils sont en train de travailler leur hégémonie aussi au-delà de la frontière chinoise et commencer à prendre des parts sur ces marchés-là aussi. Ouais. Bah en fait, ouais, je pense que là. Mais après, moi, tu vois, ce que j'observe aussi beaucoup ici, alors pas Singapour, parce que Singapour c'est complètement à part dans la région. C'est hyper mature. Enfin, t'as dû mettre les pieds plusieurs fois à Singapour, mais oui, quelquefois. tu vois, c'est une ville, c'est un peu la Suisse de l'Asie. Donc c'est pas du tout. Comment dire, ça représente pas du tout le reste de l'Asie du Sud-Est, qui est plutôt porté par des marchés comme l'Indonésie, la Malaisie. Tu vois, l'Indonésie c'est 250 millions. Bien sûr. Tu vois, donc t'as des marchés comme ça qui sont énormes, qui sont les marchés d'Asie du Sud-Est et qui pour moi ressemblent beaucoup à la Chine il y a 10 ans quand je suis arrivé. Okay. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de tu t'es déjà allé dans ces pays-là, c'est-à-dire que t'as beaucoup de petits commerces où t'as même pas de solution de paiement, donc ta carte de crédit, tu peux l'oublier. Oui. Les gens travaillent beaucoup, enfin marchent par le cash. Tu vois mais aujourd'hui, tu vois, ces gens-là, bah, c'est comme en Chine. Ça a commencé il y a des ans, c'est-à-dire qu'ils commencent à s'équiper. Ils ont tous maintenant des smartphones et ceux qui en ont pas en auront dans les 4-5 prochaines années. Et donc du coup, tout ça pour dire qu'en fait, le paiement, tu vois, tout ce qui est paiement, c'est un gros sujet, le paiement mobile. Et tout le monde essaye de venir ici. En gros, toutes les plateformes, donc les Lazada, les Grab, qui est le Uber régional aussi. En fait, ce qui va se passer, c'est que comme en Chine, je pense qu'ils vont sauter des étapes, c'est-à-dire qu'ils vont passer du cash au paiement mobile, sans passer par la carte de crédit, sans passer par les cartes, enfin, même s'il y en a un petit peu, mais c'est vrai que le fait est que la population va
va simplement sauter beaucoup d'étapes, quoi. Ils vont passer de pas de téléphone ou pas d'internet, pas d'ordinateur à des téléphones en 4 ou 5G en un rien de temps, quoi. Ouais. Et c'est déjà le cas en fait. Et là, tu vois vraiment qu'ils se battent tous pour faire une solution de e-wallet. Parce que c'est vraiment comme ça que ils vont loquer leurs utilisateurs. Et pareil, t'as un peu la tendance de la super app, un peu comme WeChat peut l'être, ou comme Alipay aussi l'est, avec tous les services que qui sont dans cette portail finalement d'intégrer. En fait, c'est vraiment la stratégie de toutes les grosses plateformes de la région. Ils sont tous en train d'arriver avec le e-wallet. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour moi, ça a complètement du sens. C'est-à-dire que je l'ai vu, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, j'ai vu avant et après WeChat en Chine. Et je sais pourquoi ça marche. Je sais pourquoi, parce qu'il y a le saut, effectivement, technologique, qui a été fait par ces gens-là. Mais t'as aussi une convénience qui est énorme. Et en plus, ça répond à un besoin énorme du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, en Asie, je crois que t'as plus de 50% de la population en Asie du Sud-Est qui a pas de compte bancaire. Donc pas de carte de crédit. La plupart des commerces, je veux dire, tu vas en Indonésie, en Malaisie, dans n'importe quelle ville, bien sûr, tu as des grands malls et tout ça, mais tu as aussi énormément de petits restaurants et de petits commerces qui vont te vendre des petites épiceries de quartier qui jamais n'ont rien, enfin, qui n'ont pas aucun système de paiement. Donc du coup, mais par contre, ces gens-là, ils ont tous un smartphone qui vaut, tu vois, aujourd'hui 50 ou 100 $, tu vois. Ouais, et donc du coup, ces gens-là, tu leur amènes juste une solution qui leur répond vraiment à leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent digitaliser tous les paiements qu'ils ont, pas besoin d'avoir du cash, c'est plus safe, c'est pratique, ils ont pas besoin d'acheter quoi que ce soit parce que ça marche tout avec leur téléphone. C'est pratique pour le client, c'est pratique pour tout le monde en fait. Donc ouais, bien sûr. Tu vois ce qui est marrant là, je t'entends, je t'écoute présenter ça et en fait ce qui est génial, c'est que dans ma tête et dans la tête de beaucoup de gens, on a Singapour qui est un peu cette plateforme avancée et moderne. La différence entre Singapour et Shanghai, c'est que Shanghai, on travaille un peu avec des œillères qui sont faites par le gouvernement chinois où finalement, voilà, beaucoup de choses sont définies entre Lema et Alibaba, on va dire. Même si c'est hyper innovant, c'est quand même assez, si c'est pas l'un, c'est l'autre, comme je disais tout à l'heure en rigolant. Alors que toi, tu repars avec quelque chose qui est finalement sur une zone beaucoup plus moderne sur certains aspects au niveau de Singapour, en tout cas, avec technologiquement encore plein de choses de possibles, mais tout de suite, comme tu vois, tu nous parles tout de suite de l'Indonésie, tu nous parles des autres pays dans la zone, et finalement c'est ça qu'on se rend compte, c'est que tu es basé à Singapour, c'est une problématique qui est déjà beaucoup plus ouverte, il y a moins d'œillères, tu réfléchis au niveau régional, et du coup depuis Singapour, beaucoup de gens doivent regarder ces marchés qui sont en train de grandir comme le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines aussi d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Clairement, tu vois la plupart des boîtes qui s'installent ici, t'as beaucoup de sièges régionaux à Singapour. Ils sont pas à Hong Kong, ils sont à Singapour pour schématiser un peu. Mais t'en as vraiment beaucoup. C'est pas pour Singapour, parce que Singapour c'est pas un marché, tu vois, c'est 5 millions d'habitants. Non, oui. C'est vraiment pas un marché. Tout le monde s'en fout un peu. Ouais. Par contre, ils pilotent les marchés autour, ils s'inspirent. Ça fait passer le trou des talents aussi qui parlent les langues, le Bahasa, enfin tu vois, toutes les langues. T'as tout le monde à Singapour. Donc Singapour, on va dire, t'as l'aspect stable du gouvernement. T'as bien sûr c'est aussi un petit paradis fiscal pour les entreprises. Donc du coup, ils incitent fortement à venir incorporer ici. Donc tout le monde est content à venir ici. Tu vois, c'est stable. Ta workforce, elle parle anglais. Tu peux trouver des gens qui gèrent les marchés de la zone, parce que ça sera facile de trouver quelqu'un qui parle Bahasa, ça sera facile de trouver quelqu'un qui parle thaï, ça sera facile de trouver quelqu'un qui parle chinois. Donc tu vois, dans un petit marché, t'arrives à trouver ces gens-là. Après c'est pas moderne, tu vois. Enfin, là justement ils font de l'innovation leur pôle d'attractivité. Ils ont lancé plein, enfin, ils investissent à mort. Ils font des gros budgets pour faire venir des gros corporates ici, créer des laboratoires de recherche, innover. Et en gros ils veulent brander plein d'innovations avec le Singapour. Tu vois, ils veulent le Made in Singapour sur des choses très innovantes. Donc là ils investissent très lourdement là-dessus. À la fois, on va dire, sur les grands groupes, mais aussi sur les startups. Donc, dans les deux sens, si tu veux. Donc ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, tu vois, Singapour, par exemple, j'en discutais avec un ami qui est dans l'e-commerce. Tu vois, l'e-commerce, alors je te parlais de Lazada. Il y a tout ça, toutes ces boîtes-là, en fait, t'as Lazada, t'as Redmart, qui est un grocery store, t'as Shopee. Toutes ces boîtes-là, elles ont toutes été créées en 2012, en gros. Donc, en gros, tout à 6 ans. Et donc, du coup, va chercher un manager digital marketing, e-commerce, que tu veux, qui a plus de 6 ans d'expérience, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, tous les gens dans la région, avant, ça n'existait pas, tu vois. Alors qu'en Chine ou en Europe, tu vois, on a du e-commerce depuis 10-15 ans. On va dire, tu vois, utilisé par la population. Ici, c'est assez récent, finalement. D'accord.
Mais c'est assez marrant de voir cette effervescence. Ça ressemble beaucoup pour moi à la Chine. Alors, c'est un modèle que je connais bien. C'est peut-être que je suis aussi influencé par ça, mais Bien sûr. mais c'est assez intéressant. Et après, la région, elle est hyper riche. En fait, la région, tu vois, aujourd'hui, la prochaine poche de croissance, tu vois, la Chine, c'est pas fini parce que ils ont quand même une bonne croissance, mais c'est pas les grandes années. On est plutôt sur un marché qui commence à être hyper développé, mature, concurrentiel, et ça va devenir de plus en plus dur de faire du business en Chine. Bien sûr. Et c'est normal, c'est comme tout pays après une grosse période de croissance, tu vois. Mais l'Asie du Sud-Est, c'est un peu la Chine d'il y a 10 ans, c'est-à-dire que c'est des croissances à deux chiffres, c'est une population, une classe moyenne qui grossit, c'est des gens qui se connectent à Internet, c'est des gens qui ont des smartphones. Il y a tout à faire en fait. Et tous ces gens-là vont avoir un pouvoir de consommation qui va augmenter, pouvoir d'achat pardon, qui va augmenter. Donc du coup les marques, enfin tout le monde va. Je pense qu'on va voir la même chose de ce qu'on a vu, ce qu'on a pu. Enfin là, tout se passe bien, je devrais être témoin du même type d'évolution que ce que j'ai pu voir en Chine sur les dernières années. Alors du coup, les sociétés que tu reçois, qu'est-ce qui les marque le plus en fait justement quand tu les accompagnes? Bon, en Chine, on le voit quand elles arrivent en Chine, elles sont absolument bluffées par les QR codes de partout, le WeChat Payment, etc. Aujourd'hui, on leur explique qu'on n'a plus de cash, qu'on n'a plus de portefeuille, et ils hallucinent un petit peu. Et en plus, c'est comme ça depuis plus de 2 ans. Toi, quand tu reçois des sociétés qui arrivent sur cette zone-là en Asie du Sud-Est, par quoi ils sont le plus surpris finalement, auxquels ils s'attendaient pas? Alors moi, j'ai pas encore eu trop de missions de ce genre-là. Ok. J'ai pas de ce genre-là, donc j'ai pas vraiment le recul. Je pense. Après, on a eu quand même une ou deux, mais moins qu'en Chine, si tu veux. Donc je peux pas trop prétendre avoir ce recul-là. Même par rapport à toi, en fait, quels ont été à la rigueur les gros changements quand tu es arrivé à Singapour? Qu'est-ce qui a été beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile? D'un point de vue personnel, tu veux dire? Ouais, personnel, de vivre tous les jours là-bas. Ouais, si tu veux, Singapour, c'est une ville qui est extrêmement facile à vivre. Tout est fait pour que ça soit simple, très honnêtement. Ouais. Tout est extrêmement bien fait. T'as un gouvernement fort. Enfin, ça, c'est un petit paradis. Après, c'est un peu trop parfait, parce que la perfection, ça peut être ennuyeux. Mm-hmm. Oui. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je dis souvent. Ce qui m'a fait, d'une certaine façon, partir de Chine, c'est aussi ce que je regrette aujourd'hui. Et c'est ce que Singapour n'a pas, tu vois, cette effervescence, cette dynamisme et on va dire, l'aspect aléatoire des choses dans ta vie quotidienne à Shanghai ou ailleurs en Chine, tu l'as pas du tout à Singapour. À Singapour, tu sais exactement ce qui va se passer aujourd'hui, demain et après-demain. Ouais. Le seul truc que tu sais pas, c'est quand est-ce qu'il va pleuvoir, ce qui pleut assez régulièrement, mais pas longtemps. Mais tout le reste, c'est super bien. Après, tu sors de Singapour. Là, tu vois, je reviens, il y avait un long week-end, oui, pour Diwali à Singapour. Voilà, exactement. Du coup, j'étais en Indonésie. Tu vas en Indonésie, tu te retrouves dans des villes, tu vois, de second tier city comme comme t'as toujours d'ailleurs en Chine, ou des scooters partout sur la route, les Gojek qui est l'équivalent du Didi local, mais qui est en scooter avec des casques verts, tu vois de partout. Tu vois, donc en fait, c'est la richesse de la région, elle est assez forte en fait. Je crois que t'as plus de 800 dialectes sur la région. Enfin, tu vois, autant t'as des populations et des marchés qui sont très immatures sur plein d'aspects, avec beaucoup de similarités, mais autant tous ces marchés-là sont très différents. Enfin, tu vois, entre un Thaï à Bangkok et un Vietnamien et un Indonésien, finalement, ils ont rien à voir. Tu vois, c'est donc différent, des consommations différentes. Et ça, c'est hyper riche pour les marques. Je pense qu'il y aura beaucoup à apprendre. D'un point de vue innovation et start-up, il y a beaucoup de choses qui se font à Singapour parce que le gouvernement pousse à fond. Oui. Mais t'as Jakarta, la scène à Jakarta. J'ai pas encore eu le temps de creuser, mais apparemment, c'est très avancé aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs, quand j'y étais, je regardais. T'as les deux sites e-commerce dont je te parlais, donc Lazada et Shopee, mais t'en as d'autres. En Indonésie, c'est un peu comme la Chine, en fait. T'as plein de plateformes que tu connais pas, qui sont propres à l'Indonésie, parce qu'ils ont un marché qui est qui est très gros. Et donc, du coup, en fait, t'as plein de plateformes. Ils se suffisent à eux-mêmes, ils ont pas besoin d'aller, ils se suffisent à eux-mêmes. Comme Blibli, je sais plus, mais t'as plein de plateformes, très intéressantes. Et là, tu vois, c'est pareil, t'as autant, dès que tu commences à creuser, t'en finis plus, quoi. C'est comme WeChat, tu peux l'expliquer en 2 minutes, comme tu peux faire une semaine de cours sur WeChat. Enfin, tu peux présenter WeChat pendant une semaine, t'as toujours pas fini, quoi.
Ok, et c'est vrai aussi, tu parlais justement des autres pays, c'est vrai qu'en Thaïlande aussi, il y a énormément de digital nomades, que le gouvernement aussi essaye de voir un peu quoi en faire, parce qu'il y a plein de gens qui y vivent et qui y travaillent, mais qui finalement ne sont pas forcément employés par la Thaïlande. Donc ça aussi, c'est des sujets, mais ce qui fait qu'il y a énormément de talent sur la zone. Et justement, au niveau du recrutement, tu parlais tout à l'heure de la problématique justement de l'expérience qu'ils avaient, que tout ça était assez récent finalement. Est-ce que tu vois ça comme un gros challenge pour les sociétés qui viennent s'implanter sur cette zone-là? Alors Singapour pour le coup c'est quand même pas mal. T'as quand même des très très bonnes universités. Oui. Donc t'as des gens quand même plutôt formés, plutôt très bien formés. T'as aussi, tu vois ici là je rencontre tous les cadres. Alors j'ai un réseau qui est assez aussi français ici. Mais tous les 4 dirigeants que je rencontre, ils sont tous fait l'INSEAD à Singapour. Oui, bien sûr. Tu vois, t'as du très haut niveau, on va dire d'un point de vue éducation. Donc ça, c'est pas un souci avec des gens qui parlent anglais. Après, c'est plus les différences culturelles qui, moi, je trouve aussi se rapprochent assez de ce que j'ai pu connaître, qui sont tu vois, les choses dans le management asiatique, voire chinois, de mon point de vue. Hein, les Singapouriens sont bien entendu très différents des Chinois, mais tu vois comme l'éducation est très très forte et que c'est un régime, il y a un gouvernement qui est très très fort, ça impacte sur les personnes et sur l'aspect, tu vois, prise d'initiative, créativité, les choses qu'on retrouve qui sont difficiles à avoir en Chine, c'est un peu les mêmes problèmes ici. Tu vois, j'en discute pas mal avec les entrepreneurs parce que c'est pas comme ça. Après, nous les Français, on est très critiques sur ces points-là parce qu'en fait aussi on a un système éducatif qui nous apprend à toujours remettre en question, beaucoup plus critique. Ce qui est pas du tout quelque chose qu'on retrouve très peu en Asie et pas du tout, tu vois, en Chine et pas vraiment à Singapour non plus en fait. Donc du coup, c'est des qualités que t'as pas forcément après dans tes équipes. Et ça, du coup, pour le coup, tu vois, je rejoins. Enfin, moi, ça me rappelle beaucoup ce que j'ai pu voir dans mes années en Chine. Donc il te fallait cette petite formation en Chine pour que tu puisses bien gérer Singapour, en fait. Je sais pas si je le terminerai comme ça parce que c'est quand même des pays différents, mais oui, après disons que tu es un peu plus sensible à ces spécificités culturelles. C'est pas les mêmes spécificités, mais au moins tu fais peut-être plus attention. Exactement, tu vas pas comme un bourrin. Enfin, tu vois, j'imagine. Tu t'es déjà pris des claques et t'as déjà eu tu vois, en Chine sur ces trucs-là. Et en fait, si tu regardes au bon endroit, que t'écoutes, t'as l'impression qu'on décrit les choses que tu connais, quoi. Ouais. Moi, c'est un peu comme c'est mon ressenti. Après, j'ai pas la prétention, tu vois, d'avoir assez de recul et j'ai pas non plus. Je pense que il y a quand même des différences culturelles fortes, mais sur l'aspect, on va dire pur management, on va dire de talents locaux dans une équipe pour une boîte internationale, c'est des choses qu'on va chercher, qu'on aura du mal à trouver aussi ici. Ouais. Tout à fait. Et alors, la communauté des étrangères ou françaises sur place, par rapport à tes super amis de Shanghai, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un niveau? Par exemple, je trouve qu'à Shanghai, moi, pour préciser un petit peu ma question, je trouve qu'à Shanghai, en fait, la communauté française s'est rajeunie au fil de ces 10 dernières années. Ah ouais? Ah oui, je pense que les gens étaient beaucoup plus venaient plus âgés en fait à l'époque et avec un certain niveau. Alors déjà, il y avait déjà aussi plus d'expatriés globalement. Donc en fait, si tu veux, il y avait un filtre naturel qui était là. Aujourd'hui, des entrepreneurs qui débarquent avec des sacs à dos, finalement, il y en a beaucoup. À Singapour, t'as quel type de communauté? T'as encore beaucoup d'expatriés finalement? Alors t'en as énormément. Quand je parle d'expatriés, pour être clair, c'est des gens qui sont venus avec une société, un package, etc. Ouais. Ouais, t'en as beaucoup en fait. Justement, c'est beaucoup plus ça qu'à Shanghai. Ouais. C'est beaucoup moins contrasté qu'à Shanghai. En fait, Singapour, sur plein de niveaux, notamment aussi la communauté expat, du moins en tout cas la française que je connais bien, est moins contrasté que ce que tu peux avoir à Shanghai. J'en discutais assez récemment avec des amis ici. Typiquement ici, on va dire, je caricature, mais c'est pas très loin. Comme je disais, tout le monde a fait l'INSEAD. Oui.
En gros, tout le monde vient d'une belle école de commerce, d'une belle école d'ingénieur, un joli poste régional pour une grosse boîte, tu vois, on va dire française ou autre. Aussi avec une durée limitée, j'imagine. Ils sont là pour 3-5 ans et puis après ils repartent, quoi. Exactement. T'as beaucoup de personnes qui vont rester 3-5 ans. T'as des cycles. Après, t'as des gens comme partout qui sont depuis 20 ans, mais oui. Ouais. On va dire que tu rencontres essentiellement des personnes, voilà, de bon niveau, enfin de bon niveau, très bon background qui sont venus là pour un poste régional pour leur boîte, quoi. Ce que je retrouve pas que j'avais à Shanghai, c'est plus des gens un peu comme toi d'ailleurs. Oui. Tu vois, l'entrepreneur, il y a pas beaucoup, vraiment, je connais peu d'entrepreneurs ici, à la fois français comme, enfin même pas forcément que les Français, hein. Même dans les Singapouriens, tu vois, c'est pas le mot entrepreneur, c'est comme c'est un mot un peu keyword en ce moment, c'est un peu un mot buzz, mais là, en vrai, dans la vraie vie, il y a pas tant, je trouve pas tant de personnes qui viennent tenter l'aventure à Singapour. Oui. Pourtant, il y a pas mal de, enfin, tu vois, le gouvernement aide, mais c'est pas du tout les profils. D'accord. T'as pas le gars qui vient, si tu veux, à l'arrache, comme tu croises en vie encore en Chine, en mode c'est l'Eldorado. Je me suis inscrit avec mes économies à la fac de chinois. Alors, je pense que tu viens de mettre le doigt sur l'un des filtres en fait, c'est que dans la tête des gens, Singapour reste cher. Tu vois, c'est comme à Hong Kong, je pense que j'imagine, hein, tu vois. Il faudrait que j'ai exactement la même conversation avec une personne qui a fait la Chine et Hong Kong, mais je pense que ça filtre tout de suite. C'est que si t'es pas capable d'avoir quelques milliers d'euros de revenus par mois, c'est très difficile de pouvoir vivre correctement sur place, non? Oui et non. Moi, avec mon style de vie, effectivement, c'est difficile. Si tu veux vivre en mode hyper local, tu peux vivre pour pas très cher en fait à Singapour, en vrai. Hein. Ok. Enfin, en vrai, pas très cher. Enfin, je veux dire, déjà, Shanghai, c'est loin d'être gratuit maintenant. Ah non, c'est clair. Donc, si tu compares à Shanghai, tu vois, c'est effectivement plus cher que Shanghai, mais si on va dire, tu bois pas, ce qui est très cher à Singapour, c'est bien sûr le loyer, mais le loyer, t'as vraiment un range assez fort, et tu peux choper des chambres pour l'équivalent de, je sais pas moi, d'accord. Je convertis ça en kwai, pour 5-6 000 kwai, tu peux avoir une chambre, tu vois, dans une coloc. Ouais, entre 800 et 1000 euros, quoi. Ouais, et après, tu peux manger comme en Chine pour l'équivalent de 2 euros, quoi. Ouais. Si tu vas au Hawker Center, qui est un peu la version améliorée du boui-boui chinois, tu manges, enfin, tu vois, donc en gros, oui, c'est cher si tu sors, c'est cher si t'es en mode focus sur un projet, tu peux le faire, franchement. Je pense vraiment que c'est pas forcément beaucoup plus cher que... D'accord. Par contre, effectivement, dès que tu te fais les bons restos et dès que tu commences à boire un peu, là, tu exploses le budget directement, quoi. Ouais. Mais il y a ça, mais après je pense c'est aussi le fait que en fait c'est pas un marché, tu vois, la Chine, il y a l'aspect un peu Eldorado, les médias en parlent, l'aspect un peu intriguant. Singapour intrigue pas, tu vois, donc je pense pas que puis c'est pas un marché énorme, donc du coup je crois pas l'entrepreneur qui se dit qui a le raisonnement que t'as entendu 15 000 fois, si mon produit plaît à 1% des Chinois, je le vends déjà à 150 millions de personnes. Ouais, c'est sûr. Donc tu vois les trucs qui veulent rien dire, mais que plein de gens à un moment donné ont fait ces calculs-là, tu vois. Mais je pense aussi que si, en gros, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et qu'on disait tiens, Singapour c'est fait pour toucher une région qui est la région du Sud-Est, finalement c'est beaucoup plus facile d'aller t'installer en Thaïlande ou en Indonésie ou aux Philippines. Alors peut-être pas les Philippines, c'est un peu décentré, mais ou excentré, mais du coup ces pays-là vont te permettre d'y aller pour pas cher, t'installer assez facilement et ouais. Bah, t'as beaucoup de digital nomades comme tu disais à Bangkok, t'en as beaucoup aussi à Bali. Oui, c'est ça, c'est Chiang Mai, Ubud et Phuket, je crois que c'est les 3 zones où t'as quand même beaucoup de digital nomades en fait. Et t'as aussi pas mal aussi à Ho Chi Minh qui commence à bien prendre, j'ai l'impression aussi sur la zone. Beaucoup d'agences digitales qui ouvrent là-bas, des bureaux, des digital factories, parce que tu as des très bons talents pas chers. Et tu vois, là, au Chi Minh de Singapour, t'es à 1h30 en avion. Donc, peut-être que ces villes-là, Singapour, ça a le mérite, t'es à moins de, les villes les plus éloignées, elles sont à 3 heures, mais la grande majorité de ces capitales-là ou de ces villes enfin, tu vois, Jakarta, c'est 1h20, Phuket, c'est 1h, Bangkok, c'est un hub impressionnant. Ouais. C'était vraiment pas loin de tous ces gens-là, quoi. Donc, du coup, c'est plus facile d'habiter à Bangkok, d'un point de vue, on va dire, coût de la vie
et de venir à Singapour quand tu dois faire 3 rendez-vous clients que l'inverse. T'as aussi pas mal de gens qui se mettent à Kuala Lumpur. C'est pas Kuala Lumpur, Singapour, tu vois, c'est 1 heure d'avion, même pas, beaucoup moins cher, et qui viennent à Singapour peut-être quasiment 1 fois par mois, 2 fois par mois. D'accord. Donc tu peux en jouant sur le cross-border avoir des bien optimiser, on va dire, ta coût business, life, talent. Tu peux si t'es un peu débrouillard, tu peux arriver à faire ça. Ouais. Ok. Donc bon, en gros, tu t'y sens bien, t'es content, tout va bien. Bah, écoute, so far so good. Non, Ouais. c'est une belle expérience. Puis t'es encore dans la phase d'apprentissage, c'est pareil, ça fait que 1 an que tu y es à peine. Ouais, bah là en fait, puis je suis dans la phase learning effectivement sur, tu vois, le marché est plus mature, mais sur plein de choses et Ouais. tu vois, voir un peu ce qui correspond, ce qu'on sait bien faire, ce qui est le plus pertinent à Singapour. On a commencé à trouver les clés. Je pense qu'il y a encore à creuser. Tu vois, on affine le modèle. Vous avez été obligé de beaucoup changer justement par rapport à ce que vous faisiez sur la Chine. Il y a eu, l'offre est forcément évolué. Pas tant que ça, mais après, tu vois, par exemple, non, pas tant que ça, mais j'ai pas tant que ça. Il y a un truc qu'on fait beaucoup en Chine, tu vois, Velvet Group, la moitié du business, c'est les équipes, c'est tout ce qui est autour du social media, donc créer le contenu, gérer les plateformes, tu vois, les campagnes, tout l'aspect social media marketing et digital marketing. Ici, je le pose pas vraiment. Je pourrais, franchement, je pense, parce que ça intéresse les marques. Mais tu vois, en général, les budgets et les équipes qui opèrent ça, enfin ton contact, c'est les gens qui sont déjà en Chine, parce que tous nos clients ont des bureaux en Chine et l'agence social media, en général, c'est l'équipe chinoise de ces clients-là qui voient avec une agence locale, tu vois. Donc, D'accord. Mais donc ça, je le pousse pas. Mais après, sur le reste, non, pour l'instant, c'est à peu près le reste, c'est à peu près pareil, quoi. Après, c'est plus comment on peut optimiser tout ça. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Moi, il y a un des sujets typiquement. Après, c'est aussi parce que je suis bien en parler. C'est la Chine, ça intrigue forcément. Enfin, tu vois, le paradoxe, c'est que justement, ils sont très proches de la Chine dans le sens où ils sont tous d'origine chinoise. Enfin, tous. 70% des Singapouriens sont d'origine chinoise. Mais en fait, la Chine, même si c'est tu vois, à 5 heures d'avion, tu parles de WeChat, tu parles de l'IP. Oui, ils entendent vite fait le keyword, mais ils savent pas plus s'en servir que si t'en parles à Paris. Mais pour être honnête, je crois qu'à Hong Kong, c'est un peu le même problème. Hein. À Hong Kong, c'est un peu le même problème. Ouais. Alors qu'ils sont devant, quoi. Enfin. Ouais. Non. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que finalement la Chine, c'est vrai que c'est un écosystème qui est un peu fermé sur lui-même, mine de rien. Et même s'il est hyper innovant et disruptif sur aujourd'hui dans la plupart des verticales, hein, on va pas se mentir. Je pense que la Chine, elle est un peu en train de prendre le lead en termes d'innovation sur à peu près toutes les grandes verticales, e-commerce, web, téléphone, fintech, enfin ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que c'est assez Chine, quoi. Donc oui, à Singapour, en effet, ça doit intéresser le fait que tu aies cette expertise Chine. Du coup, tu parles beaucoup de la Chine à Singapour. Pour l'instant, ouais, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde au final. Parce que je sais en parler. Et effectivement, oui, j'en ai pas mal parlé. Et aussi parce qu'en fait, la Chine, tu vois, une fois que il y a beaucoup, on va dire, les Chinois au sens large sont un marché qui intéresse les marques parce qu'en fait, ces gens-là, ils voyagent, comme tu le sais très bien. Et aujourd'hui, ils voyagent, enfin, ils sont assez nombreux à voyager pour être un segment loin d'être négligeable pour les marques en travel retail, par exemple, ou même simplement capter cette clientèle-là quand ils sont à Paris, quand ils sont à Londres, quand ils sont n'importe où. Et en fait, les personnes qui sont en charge de capter les Chinois qui vont à Paris ou qui vont à Singapour ou tout ce qui est cross-border, sont pas forcément des personnes qui ont la compétence Chine, en fait. D'accord. Qui est souvent en Chine, bien entendu, mais du coup, c'est des gens qui se parlent pas. Enfin, tu vois, quand tu parles d'une grosse boîte de plusieurs milliers d'employés, on va dire que quelqu'un à Singapour, à Paris, peut avoir à gérer on va dire une clientèle chinoise sans savoir ce que c'est WeChat. Donc du coup, ça intéresse et forcément ça intrigue et donc ça c'est assez intéressant. Et je pense que ça de plus en plus la Chine, enfin je veux dire le monde se sinise petit à petit, sans forcément le vouloir, mais un peu obligatoire en fait parce que c'est un marché qui grossit. Du coup, Singapour un peu comme base de lancement, peut-être pour certains projets Chine, mais qui viendraient de Singapour par rebond en fait.
Ouais, ça on le fait, ouais. Ça on l'a déjà fait, je l'ai fait cet été. Ça on le fera, et je pense qu'on le fera plus tard. Ouais, un jour on le refera. Ça devrait arriver de plus en plus. Ouais. Ça c'est quelque chose c'était un des learning, tu vois, un petit peu pour nous par rapport à ce qu'on sait faire, ce sur quoi on est bon et comment on est structuré avec une grosse agence en Chine et puis là nous à Singapour. Ça a du sens, ouais. Alors, tu as passé toutes ces années en Chine et maintenant à Singapour. Là, on voit que c'est vraiment un nouvel élan, hein, clairement, un nouveau souffle. La question que j'aime bien poser toujours, c'est qu'est-ce que ta famille, tes amis en France, ils comprennent de ce que tu fais Ils savent ce que tu fais, ils comprennent pourquoi t'es resté aussi longtemps. Ils en sont où? Je dirais que non, très honnêtement. Non, enfin ils comprennent, oui, ils comprennent sans doute des choses, mais non, ils ont du mal. Je pense déjà l'Asie, c'est difficile à appréhender tant qu'il n'y a pas vraiment vécu. Ok, pas faux. Ça c'est mon point. Enfin, tu vois. Donc on va dire pourquoi t'aimes ça. Enfin, tu vois, quand t'arrives, bien sûr, c'est des paysans. Donc quand tu viens 15 jours en Chine ou ailleurs en Asie, t'es hyper content. Enfin, si t'es un peu que t'aimes découvrir et que t'aimes voyager, ça peut pas mal se passer, tu vois. Ouais. Et forcément, tu prends une grande claque et t'en reviens avec plein d'histoires, tu vois, ça forcément marqué. Après, comprendre pourquoi. Enfin, tu vois, la Chine. Chaque fois que je dis que j'ai passé 9 ans en Chine, les gens ils me regardent un peu genre mais comment t'as fait quoi. Mais vraiment, enfin tu vois, là la surprise en Europe, alors c'est pas forcément pour ma famille, mais pour d'autres gens que j'ai croisés, je ne citerai pas les noms, mais Singapour, pour pas mal de gens, c'est vu comme la Chine en fait. Pourtant c'est quand même à 5 heures d'avion, tu vois, mais vu de Paris ou d'ailleurs, il y a des gens qui ont pas dû faire des cours de géographie, je sais pas, mais enfin, en gros l'Asie, tu vois, des fois il y a un amalgame qui se fait sur des pays, sur des conceptions de marché, sur des langues. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du travail au final, hein, parce que t'as pas mal de... Ils croient que finalement ils croient que tout est pareil, quoi. Tout est pareil, que ça fonctionne comme chez nous, que si ça fonctionne chez nous, ça fonctionnera ici. Enfin, une fois que t'as mis les pieds 10 minutes au Vietnam, en Indonésie ou en Chine, t'as vite compris que c'est pas pareil, quoi. Mais il faut encore comprendre, arriver à le décoder, comment il faudrait faire et quelles solutions à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a du boulot. Sure. Après, il faut avoir compris qu'on n'a pas compris. Et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, en effet. Mais non, mais donc pour revenir à la famille, écoute, non, je pense qu'ils sont contents pour moi parce que forcément, moi, je m'éclate et c'est sympa. Après, tu vois, le digital, l'innovation, la transfo, enfin, c'est des choses qui sont un peu loin des préoccupations familiales et je pense pas que ce soit vraiment compris exactement ce que je fais. Mais c'est pas très grave. Du moment qu'ils savent que je suis heureux et que peut-être qu'en écoutant ce podcast, ils en sauront un petit peu plus aussi, quoi. Exactement. Et dans 3-5 ans, on se parle, on se raconte quoi? Tu crois? Tu seras où? Tu feras quoi? Écoute, je pense qu'il y a de grandes chances que je sois encore à Singapour. Idéalement, je gérerai une grosse équipe et on aura plein de clients et on sera très connu à Singapour. Génial. Ça serait, on va dire que c'est l'objectif. Après, comment on va y aller, ça passera sans doute par beaucoup de travail et pas mal de sueur froide mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Sinon, si c'était trop simple, ça serait pas marrant. Ah, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Je vais te laisser retourner à ton Singapour. Merci d'avoir participé à cet entretien pour Backstage. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur Faber Novel, tout ça, je les renvoie vers quoi, vers quelles coordonnées? Tu leur donnes les miennes. Hein. Je te filerai mon mail pro et puis je te donnerai mon mobile, mais ouais. Très bien. Généralement, dans l'article qui illustre cet épisode, je vais les renvoyer vers ton LinkedIn et puis on pourra leur ajouter aussi ton WeChat puisque tu n'as pas perdu ton WeChat quand même. Je l'ai perdu à un moment, c'était un grand stress, mais maintenant je l'ai retrouvé. Tout va bien. Super. Merci beaucoup, Sylvain. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous le disais, comme je vous le répète à chaque fois, mais je n'ai pas d'autre moyen, je suis désolé, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires,
Regardez un petit peu sur Facebook, laissez des messages, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'aide et ça m'encourage aussi à continuer à produire ces épisodes de manière très régulière. Si vous avez des profils, des idées, des commentaires, des choses qu'on pourrait améliorer, dites-le moi. Vous trouverez facilement un email, un message, un endroit pour laisser un petit mot, que ce soit d'encouragement ou de critique. C'est toujours bienvenu. En attendant, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode sur Backstage by Next Step. Au revoir.